Je dis pas bonjour, c'est la garde à vue. Mélissa Amneris, 27 ans, créatrice de contenu engagée sur les réseaux sociaux. Alors je pense que j'ai toujours été engagée sans mettre de mots. En fait, j'ai toujours été féministe sans savoir ce que ça voulait dire être féministe. Ça m'a toujours révolté l'injustice, même à l'école. Les profs, ils disaient, mes parents, ils en pouvaient plus. Ils disaient, votre fille, il faut qu'elle fasse avocate ou elle se prend pour Superman, je sais pas. Mais même quand ça me concernait pas, je rentrais dans les embrouilles des gens ou quand je trouvais ça injuste. Et a fortiori en tant que femme, où je voyais souvent les garçons être pas forcément très tendres avec les jeunes filles. Et du coup, je pense que ça s'est fait comme ça petit à petit, de voir que c'est pas normal. Et la première vidéo que j'ai faite, par contre, c'était un truc un peu bête, mais quand même important, où je me suis rendu compte qu'on nous a toujours menti, en tout cas ma génération, donc peut-être aussi votre génération, où la Déclaration des droits de l'homme de 1789, il n'y a pas de grand H. Et je suis partie vérifier, parce que le tableau est dans la chambre de ma mère. Donc j'ai regardé et j'ai vu que c'était un petit H. Je me suis dit, mais attends, mais on nous ment depuis tout ce temps. Donc j'ai fait des recherches, j'ai découvert Olympe de Gouges dont on ne parlait pas. Et là, je me suis dit, ok, en fait, il y a des choses à faire. Oui, du coup, ma mère est chilienne, donc elle est née au Chili, elle est arrivée en France à 7 ans, mais elle est née en 72, donc l'année du coup d'État, où Pinochet a pris le pouvoir. Donc ses parents étaient engagés politiquement, communistes, et ils ont dû partir. Donc ma mère est restée sans ses parents. Elle a été élevée par son arrière-grand-mère, Amneris, donc d'où le Mélissa Amneris, qui est mon deuxième prénom. Et donc en fait, mes grands-parents sont partis au Costa Rica, ils ont fui le Chili. De là, bon, il y a eu un petit divorce, des petites querelles, donc ma grand-mère est partie seule en France. Et ma mère a rejoint ma grand-mère à 7 ans, à la première fois de sa vie qu'elle a vu sa mère biologique, et qu'elle est arrivée en France dans une toute nouvelle vie. C'est aussi au-delà d'un déracinement de pays, où bah, c'est une autre culture, c'est une autre langue, on comprend pas trop ce qui se passe quand on te met dans un avion et d'un coup t'es plus avec la personne qui t'a élevé, t'es plus dans le même pays, t'es plus dans le même climat. C'est aussi un déracinement, enfin un changement de classe sociale, parce que ma mère, elle était donc avec sa grand-mère qui était institutrice, son grand-père qui était chirurgien. Donc au Chili, c'était très bien. Faut savoir qu'au Chili, les différences de classe, elles sont quand même beaucoup plus importantes. Et elle est arrivée en France où ils ont tout perdu. Donc dans le 93, à Noisy-le-Grand, dans des cités, avec une famille de 5 enfants. Et donc je pense que ouais, ça a quand même chargé l'histoire de ma famille. Et puis après, c'est des petites, on chantait les chants chiliens avec ma grand-mère. Je suis pas très proche de ma grand-mère, mais les seuls souvenirs que j'ai, ouais, c'est sur Chisnou, et elle m'apprend El pueblo unido jamás será vencido. Et du coup, je pense que ça met une petite graine dans la tête, quoi. Tout ce que je fais, en fait, il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui le patriarcat existe. C'est plein de systèmes de domination. Ce serait aussi se tromper de parler que de patriarcat sans parler de capitalisme et penser que c'est que des oppressions genrées sans parler des classes et même des oppressions racistes. Mais si on résumerait, c'est vraiment cette idée où le pouvoir masculin est censé devoir dominer la féminité, et en fait c'est la manipulation des sciences, la manipulation aussi de par la religion, des dogmes même moraux, tout ça pour essayer d'expliquer que la femme est plus faible et plus émotive, donc pas apte à participer à la vie publique, et même à être légitime à être là dans l'espace public. Il y a une vidéo qui va sortir dans pas longtemps où je parle même de comment les objets du quotidien ils sont pas créés pour les femmes, donc on est dans un monde fait pour et par les hommes. Donc en fait c'est un cercle très vicieux où on a voulu ne serait-ce que par la langue, au XVIIe siècle, il y a des réformes sur la langue où on arrête de dire des mots comme médecienne, on commence à dire que le masculin est plus important que le féminin parce que on dit que le genre masculin est plus noble que le féminin. Donc en fait, on commence par ça, en mettant plein d'idées dans la tête que la femme est moindre, et quand on a réussi à faire ça, bah là on peut construire un monde où la femme ne peut plus se révolter parce qu'elle n'a plus les armes pour le faire. Là on peut parler du Covid, on avait des masques, les masques, ils étaient pas faits pour les femmes, il y avait plein de petits trous où nous on était plus exposés à ça, les médicaments sont pas faits pour nous. Là je suis venue en voiture, j'ai plus de risque de mourir parce que les crash tests sont faits pour des hommes et pas pour des femmes. Donc en fait c'est tout, que ce soit moralement ou matériellement, c'est un monde qui fait que les femmes ne sont pas les bienvenues et qu'on les empêche de se révolter face à ça. Ouais, Tanaland, ça a été très beau initialement, il y a eu des choses après qui ont été faites un peu plus problématiques on va dire. Je pense que c'est le mouvement où beaucoup de jeunes filles ont été féministes sans même savoir ce que c'est être féministe, et il y a eu une sororité incroyable sur les réseaux où ça part donc de Adja, qui a 18 ans, franchement à 18 ans de faire ça c'est quand même fou, et peut-être que pour elle, je sais pas, ça part peut-être pour à la base une petite blague, c'est un TikTok, je prends ma valise, je m'en vais, je crée Tanaland si on est toutes des Tana, mais ça crée un mouvement derrière où enfin, moi on faisait pas ça dans ma génération, on se traitait toutes les unes, même les unes et les autres et les uns et les autres de putes, ou de fils de pute,
Et on se disait que c'était normal de toujours insulter les femmes, quoi qu'elles fassent, que tu sois en train de faire un tuto cuisine, que tu sois en train de faire un outfit, ou parler même de politique, parce que même moi, on me dit que je suis une tana. Après, bon, c'est un peu la badie engagée, donc moi, je l'accepte, y a pas de souci. Mais c'est la première fois où les femmes se disent, ok, on est en train de comprendre que les mots n'ont plus de sens. Donc si vous voulez à ce point utiliser les mots contre nous, bah nous on va se réapproprier ces mots-là. Et je pense que la tana, c'est la bimbo des années 2000, c'est la bad bitch des années 2010 où moi je suis une ado. Et aujourd'hui il y a la tana, mais on voit comment ça évolue et comment la réappropriation est de plus en plus efficace. Et donc ouais, Tanaland, c'est un monde où les hommes ne sont plus là et où on s'émancipe en fait de toutes ces injonctions patriarcales. Et on dit quoi qu'il arrive, vous serez pas contents. Quoi qu'il arrive, on sera des putes. Donc autant être des putes, mais à notre façon. Alors je connaissais pas Tana énervée à la base, j'ai regardé un petit peu et c'est très intéressant. C'est assez paradoxal, mais je pense que tout est paradoxal dans les luttes parce que l'humain est paradoxal, donc on peut pas en faire quelque chose de logique. La violence à la base c'est quelque chose de très patriarcal, c'est quelque chose de très masculin, on a voulu faire du virilisme quelque chose de violent. Il y a aussi une injonction à la violence pour les hommes. Donc ça peut être problématique en soi de se réapproprier la violence, mais ce serait tout aussi problématique où moi je me réapproprie des choses capitalistes pour aujourd'hui faire les réseaux sociaux, faire ma communication et essayer de parler dans un monde où ces codes-là sont indispensables finalement. Donc on est obligé des fois d'utiliser des outils qui ne sont pas initialement de nos valeurs pour se faire entendre. Et la violence, elle a toujours fait partie du milieu féministe. Sans ces femmes-là qui ont posé des bombes, qui ont essayé de se faire entendre par d'autres moyens, moi peut-être que je serais pas ici avec un micro, la chance d'avoir ce micro-là face à moi. Donc on peut pas en vouloir à ces femmes-là, on peut pas dégitimiser ce mouvement-là et cette violence-là qui parfois, malheureusement, est indispensable. Moi, j'ai eu la chance de parler avec une femme de la jeune garde et c'est vrai que on n'imagine pas sous ces capuches et ces masques que ça peut être des femmes. Parce qu'on se dit quoi qu'il arrive, les gros bras, ça va être des hommes. Mais c'est hyper sexiste finalement de penser comme ça aussi. Donc je pense que dans la temporalité de la lutte, c'est intéressant à voir. Moi, je pense que c'est un des grands dangers aujourd'hui de notre système judiciaire et carcéral qui est totalement défaillant. C'est que si on continue sur cette lancée-là, les gens vont devoir se faire justice eux-mêmes parce qu'à un moment donné on se rend de plus en plus compte que ça ne marche pas, que rester dans les codes qu'on nous impose ça ne marche pas et j'inviterai jamais les gens à se faire justice eux-mêmes, mais malheureusement des fois quand on voit ce qui se passe c'est un peu comme on parlait tout à l'heure des tanas énervés, je peux que le comprendre et essayer en tout cas de le rationaliser. C'est pas que émotionnel, je pense. Et il faut faire attention parce que la France, on est loin du Mexique quand même. On a de la chance d'être en France. Il faut se rappeler que oui, je suis une féministe, mais je suis une féministe française. Je suis privilégiée quand même par rapport à beaucoup de femmes dans le monde, énormément de femmes dans le monde. Mais je peux que les comprendre. Ces femmes-là au Mexique, finalement, quand l'État ne fait rien pour toi, c'est pour ça qu'on parlait de temporalité de la lutte, mais c'est plus spatio-temporel que juste temporel. De l'autre côté du globe, à une certaine époque, c'était intéressant, c'est même obligatoire d'avoir cette violence-là. Et moi, je l'ai toujours dit, si j'avais été un homme, je pense que je serais en prison, sincèrement. Parce que je pense que c'est que les codes imposés aussi de la féminité qui ont fait que je n'ai pas pu, aussi parce que quoi qu'il arrive, oui, là les masculins vont être contents, oui, les femmes sont plus faibles, voilà, on a un peu moins de force que vous, mais plein de fois, je me suis retrouvée, les seules fois où je me suis battue, c'était face à des hommes, parce que les seules fois où on m'a mis des mains aux fesses, où on m'a insultée, où vraiment je me suis sentie, mais c'est pas la même violence que des violences entre femmes, là où vraiment tu te sens en danger, c'est révoltant au point de vouloir te battre et de frapper quelqu'un, c'était face à des hommes. Bah en fait c'est ça, c'est qu'à un moment donné, quand on sait que même les flics dans la rue, ils nous matent, même moi je me suis déjà fait klaxonner par une voiture de flics, est-ce que c'est eux du coup qui vont m'aider quand c'est un mec qui va me suivre dans la rue, alors que eux-mêmes sont capables de le faire quand ils sont en uniforme? C'est une vraie question que je suis en train de poser. Quand on voit que on essaie de porter plainte, il y a des flics qui vont nous rire au nez. Donc quand on voit aussi que ils ont même pas les moyens aussi parfois, parce que tant qu'il y a pas de flagrant délit, par exemple, on peut rien faire. Moi j'ai parlé avec des victimes qui me disent mais le mec, c'est des ex, ça fait des années qu'ils les harcèlent, qu'ils sont en bas de chez elles. Même quand le mec est en bas de chez elle, les flics disent je ne peux rien faire tant qu'il n'est pas passé à l'acte. Donc en fait il y a un vice de système qui part plus loin que juste le flic individuel qui ne veut pas faire quelque chose. C'est vraiment un système qui est mourant, qui est défaillant et qui fait que des fois c'est totalement obligatoire et vital de se battre et de se défendre, comme tu le dis, c'est pas une offensive, c'est une défense. Les femmes ont toujours été les premières à souffrir et les dernières à avoir des avantages. Les femmes algériennes, on le voit très bien, c'est les dernières à avoir le droit de vote, c'est pas 1944, elles attendent 58, les femmes musulmanes algériennes pour avoir le droit de vote. Et aujourd'hui, c'est encore sur les femmes musulmanes qu'on va taper en premier. Donc en fait, même dans le racisme, c'est les femmes qui vont prendre en première. Même dans les luttes de classe, c'est les femmes qui vont prendre en première. Et ça, faut l'intégrer. Et quand on voit, oui, je crois que vous avez des questions après sur Trump, quand on voit que aujourd'hui 53% des femmes blanches ont choisi de voter pour Trump, c'est là où il faut faire comprendre
apprendre aux femmes que, oui, là, on essaie de vous dire, on va d'abord taper sur les immigrés, d'abord taper sur les pauvres, et les femmes, vous en faites pas si vous avez au moins 2 sur 3, ça va être ok pour vous. Mais quand ils auront fini de taper sur eux, c'est les femmes qui vont passer après. Et taper sur les trans, et taper sur les homos, et etc., etc. aussi. Alors en 2018, j'ai 20 ans et je suis totalement déconnectée de ce qui se passe. Pour moi, les gilets jaunes, c'est juste des personnes qui me font arriver en retard au travail parce que je suis à l'école et je travaille en même temps. Donc j'ai que 30 minutes. Normalement, je déjeune dans le métro et là, je peux même plus déjeuner parce que c'est tout bouché partout et qu'il y a des manifs partout. Donc pour moi, c'est que ça. Et aujourd'hui, j'en ai toute une autre lecture. Je prends du recul parce que maintenant, aussi, j'ai une voiture et je paye l'essence. Et je pense que quand on est concerné, tu vois, on parlait tout à l'heure, quand on n'est pas concerné, des fois, on est totalement à côté de la plaque. Et moi-même, j'ai été à côté de la plaque sur beaucoup de sujets pendant longtemps. Aujourd'hui, j'ai une autre lecture. Je pense que on parlait tout à l'heure des féministes qui ont dû être très violentes pour faire passer des choses. Je pense que s'il n'y avait pas des personnes comme des gilets jaunes qui vont faire chier, et on ouvre la porte à aller toujours un peu plus loin. Et c'est très insidieux, en fait. C'est un petit pas. Si on parle juste du prix de l'essence, c'était pas que ça, les gilets jaunes, mais si on parle juste de ça, c'est, allez, 10 centimes en plus, et 20 centimes, et 30 centimes, et en fait, on le voit pas. Mais aujourd'hui, quand on va réouvrir un catalogue Leclerc des années il y a 20 ans, on se rend compte qu'en fait, on est en train de nous la mettre, mais très doucement. Et ça passe du coup comme une lettre à la poste, tranquille. Donc en fait, oui, on peut que les remercier. Mais sur le coup, on pense que c'est juste des gens qui crient pour rien, qui crient trop pour rien. Mais sans eux, je pense qu'on serait encore plus dans la merde et ça nous ferait encore plus chier. Je pense que j'irais à Carrefour me faire grave plaisir. Je prendrais plein de trucs gratuits et je prendrais des fringues aussi. C'est peut-être un peu nul, mais non, je volerais une voiture, je sais pas. Je volerais la voiture de Bernard Arnault. J'en sais rien. Son hélico, non, c'est pas ouf. Je sais pas conduire un hélico en plus.